En milieu scolaire, surtout à l'âge de la puberté, les jeunes développent certains caractères secondaires qui leur conduisent inévitablement à des comportements, à des actes, à satisfaire leur instinct sexuel, d'où la sexualité en milieu scolaire. Le comment, le pourquoi, nous allons tous le découvrir dans notre émission Le Coin des femmes. On se retrouve juste après ceci. De retour sur ce plateau, pour décortiquer le sujet de fond en comble, nous avons invité pour vous Monsieur Folly Ayeboua, psychologue d'État. Bonjour Monsieur Folly. Bonjour Madame Clémence. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est tout petit pour moi. Quand vous entendez parler de la sexualité, ça vous dit quoi? D'accord, merci beaucoup. Quand on parle de sexualité, on parle de comportement, on parle de conduite et on parle des actes. Et tous ces actes, tous ces comportements et conduites qui sont liés à l'instinct sexuel, à la satisfaction de l'instinct sexuel. Maintenant, la sexualité en milieu scolaire, si vous voulez nous la définir, comment on peut le comprendre? D'accord. Sexualité en milieu scolaire, c'est un peu plus vaste, puisque dans le milieu scolaire, on a les élèves, on a les enseignants, on a le corps administratif. Et quand on dit il y a relation entre enseignants et élèves, on peut parler de sexualité en milieu scolaire. De même qu'on peut parler de sexualité en milieu scolaire lorsqu'il y a une relation sexuelle entre élèves. Donc c'est un peu plus vaste quand on parle de sexualité en milieu scolaire. Mais bon, je pense que ici, quand nous sommes dans le sujet, c'est pour parler de la sexualité des adolescents qui sont des élèves sur les bancs. Élèves sur les bancs, justement. Maintenant, êtes-vous pour ou contre une éducation sexuelle en milieu scolaire? Pour mon avis personnel, l'éducation sexuelle, ça doit être même bien avant même l'âge de l'adolescence. Parce que à l'âge de l'adolescence, avec la puberté, comme vous l'avez dit, il y a cette force, cette puissance, ce désir sexuel-là qui naît. Et donc, ce n'est pas le moment de le contrôler. Mais c'est quand on y prépare déjà l'enfant à affronter ce désir sexuel-là que l'enfant pourra mieux le contrôler. Donc, l'éducation sexuelle, ça devait être beaucoup plus avant. Sauf que le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que les parents, à cause du tabou de la sexualité ou bien du sexe dans nos milieux, on n'en parle pas trop. Ce qui fait que l'éducation sexuelle ne se fait pas en milieu familial. Et donc, comme l'éducation sexuelle ne se fait pas en milieu familial, il serait préférable de le faire en milieu scolaire, parce que en milieu scolaire, les enfants sont beaucoup attentifs et sont aptes à apprendre de nouvelles choses. Mais est-ce que la sexualité, l'éducation familiale sur la sexualité n'est pas un complément de ce qu'on peut leur apprendre à l'école? Parce qu'entre griffes, à l'école, il y a des matières qui ont trait aussi vers la sexualité. Selon vous, c'est un complément ou bien comment on peut départager les choses? D'accord. En milieu familial, l'éducation sexuelle est beaucoup plus entre parents et enfants et ça permet aux parents de dire ce qu'il attend de son enfant. Ça, le parent n'est pas obligé d'aller sur des détails ou bien sur des choses très importantes ou bien des choses scientifiques sur la sexualité. Mais c'est pouvoir exprimer à son enfant ce qu'il désire, ce qu'il attend de lui. Ça, c'est ce que nous appelons l'éducation sexuelle en milieu familial et de répondre aux questions de l'enfant, c'est-à-dire des inquiétudes. En milieu scolaire, nous sommes là pour apprendre. Et là, c'est beaucoup plus scientifique. Comme on l'avait dit, dans les matières, ça se fait en SVT, on enseigne la reproduction, comment ça se passe, l'appareil génital, comment les choses se développent. Oui, certes, c'est complémentaire. Mais, par exemple, je vais donner l'exemple de la Suisse, un pays qui a évolué en matière d'éducation sexuelle. Il y a un programme, une matière toute faite qu'on appelle éducation de vie familiale et sexuelle, qui permet de se concentrer uniquement que sur les sujets liés à la sexualité, à la reproduction, à la vie affective et comment aussi avoir une sexualité saine. Je pense que c'est là où nous devons aller pour pouvoir apporter un changement dans les comportements de nos adolescents. En tant que psychologue, c'est vrai que les gens se confient à vous. Est-ce que vous avez une histoire à nous partager que vous avez peut-être une fois entendue et qui est plus canalisée dans le domaine de la sexualité scolaire? D'accord. Merci. Actuellement, moi-même, je prépare une thèse de doctorat en psychologie et donc le travail que je fais porte sur la sexualité des adolescents.
Je pense que, et avec les recherches que j'ai faites, j'en ai beaucoup attendu des élèves, puisque j'ai mené mon étude dans les écoles, ici à Lomé comme à Takwame. J'en ai beaucoup attendu auprès des élèves. Et je me dis, il ne faut pas d'abord brimer ou bien accuser les enfants, les juger. Il faut comprendre leur histoire. Parce que derrière tout comportement, il y a une histoire derrière. On se dit souvent, parce que qu'est-ce qui nous a amené à faire cette étude? C'est qu'avec l'avènement de VIH-Sida, on a commencé par faire des campagnes de sensibilisation dans les écoles sur le port du préservatif, l'abstinence, la bonne fidélité, tout ce qu'il faut faire pour éviter de contracter le VIH. Et aujourd'hui, on trouve que les enfants ont de meilleures connaissanns en matière d'IST, de VIH, mais on constate toujours que les grossesses en milieu scolaire, il y en a toujours qui arrivent. Si les enfants ont de meilleures connaissances, mais continuent toujours à prendre des risques, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que la connaissance ne donne pas immédiatement un changement de comportement. Il y a quelque chose derrière qui amène l'enfant à aller prendre des risques. Et je peux vous donner l'exemple d'un adolescent qui m'a marqué beaucoup plus. C'est une jeune fille de 16 ans qui me dit, pour elle, elle était en classe de 5e. Elle est allée voir son ami, mais ses petites amies en fait, puisqu'ils étaient en une relation amoureuse, et le gars devait l'aider dans les matières scientifiques, maths, physique. Et donc un jour, en allant chez son petit ami, voilà qu'il n'y avait personne à la maison, le gars a forcé et le gars a eu des rapports sexuels avec elle. Maintenant, en sortant de la maison du gars, il ne savait pas que ce que le gars a fait, c'était un viol. Pour lui, bon, comme c'est mon petit ami, il a forcé, mais c'est pardonnable. Et ils cheminaient ensemble, et main dans la main, collés ensemble, et son oncle, les a regardés et allé dire cela à sa mère. En même temps, on n'a pas demandé qu'est-ce qui s'est passé à la jeune fille, on lui a juste demandé si elle a eu des rapports sexuels avec le jeune homme. Elle a dit oui, et on l'a bastonné. Un mois, 6 semaines plus tard, la fille tombe enceinte. Et maintenant, vu qu'elle est tombée enceinte, le monsieur a dit que non. Et à cause de lui, la fille a été bastonnée. Lui va arrêter ses études. La fille n'a qu'à continuer par aller à l'école. Il va chercher là, puisqu'il est élève. La grossesse? Oui. Et comme le monsieur, lui, enfant, il est élève, il dit qu'il va commencer par faire des petits jobs pour avoir de l'argent, pour que la fille puisse continuer ses études et aussi mener la grossesse à terme. C'est quelque chose qui m'a marqué parce qu'aujourd'hui, le gars s'est sacrifié, il a abandonné ses cours comme cela et la fille, elle continue ses études. Je pense qu'elle doit même avoir accouché dans le mois précédent. Wow, une histoire vraiment touchante. Oui, donc là, quand on parle de grossesse en milieu scolaire, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires derrière. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fait une étude là-dessus. La première remarque que j'ai faite, c'est que la plupart, pour la première fois, surtout les jeunes filles, c'est forcé. C'est forcé. Soit il va chez le garçon dit, si je ne fais pas, j'aurai mal aux testicules, pardon, il faut me laisser faire. Ou soit c'est que le garçon commence par devenir un peu brutal, la fille ne veut pas céder, le garçon aussi dit non, il faut que je fasse. Et ça, c'est beaucoup plus forcé pour la première fois chez les jeunes. Et quand c'est forcé comme cela, il n'y a pas le port du préservatif. Pour d'autres, c'est sous l'effet de la consommation de l'alcool. Après avoir consommé, puisque c'est la période des fêtes, ils consomment et après ils ont des rapports sexuels. Et ça passe comme ça, sans préservatif. Donc, ils prennent les risques. Parfois, le risque, en prenant le risque, ce n'est pas qu'ils veulent bien prendre ce risque-là, mais c'est que c'est des choses qui se sont passées et qui les ont amenés à avoir ces risques-là. C'est vrai que dans votre développement, par rapport à l'exemple, vous avez donné certaines causes et certaines conséquences. Mais si on veut un numéro spécifique à votre exemple, maintenant en général, quelles sont les causes qui amènent les jeunes à une mauvaise orientation de leur vie sexuelle en milieu scolaire? D'accord. Ce que moi j'ai observé, c'est la première cause, c'est la mauvaise gestion de la vie affective. Parce qu'aujourd'hui, pour les jeunes, être en relation amoureuse, ça veut dire qu'on doit avoir des rapports sexuels. Tu ne peux pas dire que tu es mon copain ou bien tu es ma copine et qu'on n'a pas de rapport sexuel. C'est inconcevable pour les jeunes d'aujourd'hui. Alors que la vie affective doit être dissociée de la vie sexuelle. On peut être amoureux, mais ne pas aller vers le sexe.
quand on est jeune, il y a les émotions qui commencent par nous animer. Il y a des sentiments qu'on commence pas à ressentir dans nos corps. C'est tout à fait normal en fait. Ça fait partie du développement affectif de l'être humain, de ressentir ces émotions-là. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut forcément avoir des rapports sexuels. Le premier rapport sexuel doit être toujours planifié et désiré. Et donc, ça peut être tôt, comme ça peut être tard. Mais l'essentiel, c'est que quand je le fais, il ne faut pas qu'il y ait des regrets après. Donc, la première cause, c'est cette mauvaise gestion de la vie affective où on pense que quand je suis dans une relation amoureuse, il faut forcément qu'on ait des rapports sexuels. La deuxième chose, c'est la mauvaise compagnie. Parce que aujourd'hui, comme l'éducation sexuelle n'est pas faite à la maison, et comme on en parle peu, l'éducation sexuelle est faite entre les amis. Et rien ne prouve que les amis, eux, connaissent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes s'adonnent plus aux réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils leur montrent? C'est de la pornographie. Et la pornographie, ce n'est pas une image ou bien quelque chose qui représente le vrai ou le réel, comment ça se passe. C'est quelque chose de fiction. Mais les jeunes ne le savent pas. Pour eux, c'est quelque chose de normal. Ils s'identifient à ces acteurs pornographiques et ils veulent les imiter. Et c'est ça qui amène à ce que quand on commence par consommer la pornographie, on veut à tout prix aussi le faire et on commence par devenir un peu plus et mettre la pression sur son partenaire pour avoir les rapports sexuels. La troisième chose, c'est la mauvaise gestion du désir sexuel. Parce que quand on est adolescent, il y a ce désir sexuel qui commence par arriver. Quand le jeune homme, il se réveille tôt le matin, il voit que son caleçon est mouillé et il ne comprend pas qu'est-ce qui lui arrive. La jeune fille qui commence par avoir ses règles ne comprend pas et tout ce qui lui arrive. C'est quand on n'arrive pas à gérer tout cela qui amène aussi à avoir des rapports sexuels. De retour sur ce plateau, nous entamons les conséquences sur la vie de nos élèves face à une mauvaise orientation de leur vie sexuelle. À vous la parole, monsieur. D'accord, merci Madame Clémence. En termes de conséquences, je pense que nous tous nous le savons. Hein. Quand il y a grossesse, quand il y a sexualité précoce et que le rapport sexuel ne sont pas protégés, il y a grossesse. Ouais. Et souvent les gens disent pourquoi, parce que quelqu'un m'a posé la question la dernière fois, pourquoi on dit que pour une jeune fille tomber enceinte, ça a de quoi de mal? En dehors du décrochage scolaire, parce qu'aujourd'hui maintenant avec la loi de ministre de l'Éducation où les filles sont autorisées à aller à l'école avec des grossesses, en dehors de ça, sur le plan sanitaire, les filles en bas de 18 ans et qui tombent enceintes, ils ont toujours des complications. En tout cas, le taux de complications est plus élevé chez les filles de 15 à 19 ans que chez les filles de 19 à 24 ans. Et ces complications-là, ça peut être des éclampsies ou ça peut être également chez l'enfant, par exemple, un enfant de faible poids, un enfant prématuré et il y a même, le pire, c'est que des décès de la mère lors de l'accouchement. C'est ce qui fait que sur le plan sanitaire, on dit toujours qu'il faut attendre. Que avoir une grossesse avant 18 ans, ce n'est pas bon sur le plan sanitaire. Voilà pourquoi il faut toujours intensifier cette lutte-là. Il faut faire comprendre aux gens que la grossesse précoce, ça a beaucoup de conséquences sur le plan sanitaire chez la jeune fille. Deuxième conséquence, c'est l'infection au VIH. L'infection au VIH. Je me rappelle d'une consultation que j'ai faite et j'ai rencontré une adolescente qui a pleuré dans mon bureau comme cela. Parce qu'elle s'est donnée à son petit ami par amour. Parce que le gars a dit, si tu m'aimes vraiment, il faut qu'on fasse les rapports sexuels. Elle s'est donnée comme ça, rapports sexuels non protégés. Parce que le gars a dit, si tu dis qu'il faut utiliser préservatif, c'est que tu vas chez d'autres garçons. C'est pourquoi tu veux que j'utilise préservatif. Et après tout, la fille s'en rend compte, après un examen à l'hôpital, qu'elle a le VIH. Et elle a commencé par pleurer. Vous voyez, donc conséquence, souvent on ne sait pas. On ne sait pas celui avec qui j'ai des rapports sexuels non protégés, quel est son statut. C'est pourquoi la meilleure chose à faire, avant de faire tout rapport sexuel non protégé, c'est de faire le test de dépistage. C'est très important. Tant que je ne connais pas le statut de mon partenaire, pas de rapport sexuel non protégé. Je pense que ces deux conséquences-là sont les plus prégnantes dont il faut parler aux jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils mesurent le risque qu'ils prennent en ayant des rapports sexuels non protégés.
Vous avez commencé par donner les conseils, donc je vous laisse terminer en prodiguant les conseils à nos téléspectateurs qui nous suivent et à donner votre mot de fin. D'accord, merci. Ce que je dirais à nos jeunes adolescents, ce qui leur arrive nous est aussi arrivé. Nous tous nous sommes passés par là. Aujourd'hui, quand je vois les gens s'étonner sur les réseaux sociaux que les adolescents deviennent de plus en plus sexuels, moi ça me fait rire personnellement. Parce qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a les portables qu'on voit qu'il y a ce problème-là. À notre époque, il n'y avait pas de portables, mais moi je pense que c'est en classe de 4e que j'ai regardé la pornographie pour la première fois de ma vie. C'était en classe. Il y avait une revue pornographique que les gens ont amenée en classe et qu'on a regardé ensemble. Donc, ce n'est pas quelque chose du moment. C'est quelque chose qui arrive à tout jeune, tout adolescent. Et donc, il ne faut pas qu'ils s'empressent à rentrer dedans, à vouloir imiter les autres. On n'imite pas les gens, mais on apprend à se construire soi-même. Qu'est-ce que je veux devenir demain? Quel est l'avenir que je me réserve? Comment je me représente dans 10, dans 20 ans? Est-ce que c'est celui-ci-là qui va me donner à manger si je veux l'imiter? Est-ce que c'est lui qui va me donner à manger demain? Non. Si moi-même je définis, je trace mon chemin, je sais la voie que je vais apprendre, je peux contrôler mes désirs. Oui, puisque nous tous nous avons eu des désirs. Mais on s'est calmé, on a dit non, les études d'abord. Après les études, on pourra faire tout ce qu'on veut. Et voilà, ça nous a amené loin. Donc, premier conseil aux jeunes, c'est de pouvoir canaliser leurs désirs sexuels et de ne pas suivre ce que les amis disent, de ne pas suivre ce qu'on leur montre à la télé ou bien sur les réseaux sociaux et pour sexualiser la femme ou bien l'homme. Deuxième chose, c'est que pour pouvoir réussir dans la vie, il faut toujours savoir là où on veut aller. Et savoir là où on veut aller, ça commence par les études en fait. On ne fait pas les études pour réussir et pour gagner de l'argent, mais on fait les études pour avoir de la connaissance. Et quand on a la connaissance, on sait comment utiliser ces connaissances-là pour avoir de l'argent. Mais quand on se dit, puisque ce que les jeunes nous disent aujourd'hui, c'est que quand je vais à l'école, après tout c'est pour devenir chômeur. À quoi bon d'aller à l'école? Il faut que je m'amuse en même temps sur le banc d'école. Non. Tu t'amuses, mais tu gâches ta vie. Parce qu'on va à l'école pour avoir de la connaissance, pour avoir de la matière grise. Maintenant, avec cette matière grise-là, cette connaissance que tu as, c'est à toi de savoir comment monnayer cela pour avoir de l'argent et gagner ta vie. À nos parents, je dirais qu'il ne faut pas que le sexe devienne tabou. Parce que s'enfermer et ne vouloir pas parler de la sexualité à leurs enfants, c'est de les renvoyer vers des amis pour leur prodiguer de mauvais conseils. Il n'y a jamais rien de tabou, il n'y a jamais rien d'inutile à dire en matière de sexualité aux enfants. Ce n'est pas de faire venir l'enfant de lui dire « Je ne veux pas que tu me ramènes une grossesse à la maison ». Ça, ce n'est pas une éducation sexuelle. Je ne veux pas que tu enceintes une fille et que tu m'amènes à la maison. Ce n'est pas une éducation sexuelle. Parce que lorsqu'il va le faire, il va aller chercher la voie de l'avortement. Parce que tu lui as déjà interdit. Tu n'as pas ouvert la porte. Donc, pour les parents, l'éducation sexuelle, c'est de dire à mon enfant, ce qui t'arrive, tu commences par avoir tes règles, tu te réveilles le matin, tu es mouillé, voilà, ça s'explique. Il y a des explications à tout cela. Tu vois cette fille, elle te plaît, c'est normal que tu puisses ressentir cela. Mais il faut d'abord chercher à mieux la connaître. Il faut chercher d'abord à mieux connaître ce garçon-là. Est-ce qu'il s'intéresse réellement à toi ou bien il s'intéresse à ton corps? Je pense que c'est ça qu'on appelle l'éducation sexuelle. Et petit à petit, lorsqu'il y a cette confiance-là qui est instaurée entre parents et enfants, tout ce qui se passera dehors, l'enfant reviendra vous le dire. Et vous serez mieux le guider pour que ce que vous-même vous avez déjà en tête, que le rapport sexuel soit retardé. Ça va arriver sans que vous ne dites à votre enfant que je ne veux pas que tu me ramènes une grossesse. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Ainsi prend fin notre émission du jour. Nous vous espérons nombreux pour la prochaine émission avec un autre thème et d'autres invités aussi palpitants qu'aujourd'hui. D'ici là, restez câblés pour ne rater aucun de nos nouveaux numéros.